Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le poumon économique de l'Afrique centrale suffoque et se détériore. La ville de Douala dispose d'un réseau routier en piteux état. La dégradation et l'usure des principales artères plombent la mobilité urbaine, font perdre des points de croissance et exacerbent la grogne des populations. C'est un casse-tête pour des parents d'élèves à l'approche de la rentrée scolaire. La majorité des parents aux revenus faibles manquent d'argent pour acheter les fournitures scolaires et inscrire leurs enfants dans les écoles. Les conditions d'accès au crédit dans les banques donnent du tournis à certains parents d'élèves. Vous les écouterez dans ce journal expliquer leur stratégie pour résoudre l'épineuse équation des préparatifs de la rentrée scolaire. Et Canon de Yaoundé touche le fond. Le club le plus titré du Cameroun est dans la lanterne rouge après la 27e journée de Ligue 1 de football qui s'est disputée ce mercredi après-midi. Pendant ce temps, Edding Sport de la Lequier caresse déjà le rêve d'être champion en titre à la fin de cette saison. On fait le point dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Au cœur du poumon économique de l'Afrique centrale, des populations broies du noir, aucun aménagement routier n'a été effectué sur les principales artères du 3e arrondissement de Douala. Les populations vivent un véritable calvaire et dénoncent l'abandon de la part des autorités locales. Les routes sont impraticables, surtout en cette saison des pluies. Reportage Equa Claude et Donald Anouzwa. À l'entrée B, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, tout est dans l'eau. Le réseau routier s'est transformé en un long fleuve sinueux qui dicte sa loi aux riverains. Le très mauvais état de la route impose aux usagers l'emploi d'un vocabulaire qui sied à l'usage que renvoie l'infrastructure. Ici, l'on navigue plus qu'on ne circule. Oubliez même le mot, c'est petit à consommer. Ça veut dire que nous sommes délaissés, mieux des orphelins, parce que les orphelins, des personnes aident des orphelins, même des passants. Pour arriver, vous voyez, c'est les pirogues qui vous transportent pour arriver où je suis. C'est très embêtant, c'est embêtant vraiment. Les engins à 2 roues, souvent aptes à contourner les obstacles, sont contraints, au même titre que les véhicules, à prendre un bain forcé dans ces eaux boueuses et insalubres qui côtoient les maisons d'habitation ainsi que les commerces environnants. Le cliché peu reluisant ne laisse pas pour autant indifférent les populations. Elle dénonce cet état de choses et interpelle par la même occasion les autorités locales au moment où 2018 semble lointain mais certain. Ici la route, on a abandonné, il y a tant de populations. Les Camerounais sont ici du sud jusqu'au nord, de l'est à l'ouest. Et on dit qu'on veut faire les élections, on va passer toutes les situations. Près de 25 ans, on est mort ici. Et c'est sous un air de musique que la jeunesse de l'entrée B bouche les trous en attendant l'entrée en scène des entités communales concernées par l'aménagement de ce réseau routier. La dégradation et l'usure des principales artères plombent la mobilité urbaine dans la capitale économique du Cameroun. Automobilistes particuliers, taxis, motos et autres usagers affrontent d'innombrables crevasses et nids de poules qui parsèment la chaussée, ce qui occasionne de nombreux accidents. Dans le 5e arrondissement de Douala, ces routes en piteux état révèlent l'inefficacité des travaux d'entretien routier. François Dikoumet et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Nous sommes bel et bien à Douala, au lieu dit Makepe Saint-Tropez, dans le 5e arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Cette route, qui permet de rallier les quartiers Makepe Misoke et Bonamoussadi, est un véritable cauchemar pour les automobilistes. Les nombreux nids de poules et crevasses qui la jonchent endommagent régulièrement les véhicules. Pourtant, il y a de cela quelques mois, alors que le Premier ministre venait procéder à l'inauguration de nouveaux bâtiments d'une société de téléphonie mobile, à quelques mètres de là, la communauté urbaine de Douala s'était empressée de boucher ces trous, qui se sont reformés
quelques jours après. Le Premier ministre, c'est l'homme du gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez que nous, les gens du bas, nous fassions? Par rapport aux états de la route, ça me casse les amortisseurs. Ça affaiblit la suspension du véhicule. Et ça me cause encore beaucoup de dégâts et beaucoup de dépenses. Je ne peux pas dire qu'on a réparé parce qu'en réalité, rien ne s'est fait. Je pense que c'était justement pour le Premier ministre parce que ça n'avait pas duré une semaine. Et franchement, ça devient très intenable. Vous remarquez que la plupart des automobilistes préfèrent passer de l'autre côté, ce qui n'est pas aussi sans risque parce qu'on est obligé d'aller au sens interdit. Parti de Makepe Saint-Tropez, l'usager n'est pas au bout de ses peines à Douala 5e. Au carrefour Makepe Cour suprême, pour se diriger vers l'hôpital général de Douala, et il faut encore affronter les crevasses. Devant l'hôpital général, c'est également avec beaucoup de difficultés que les véhicules circulent. Parti de ce lieu, pour se diriger vers Ndokoti, la chaussée est jonchée de nids de poules, précisément à Bédi. Pourtant, du matériau pour réparer la chaussée est entassé sur le trottoir depuis bientôt un mois. Arrivé à l'entrée de l'annexe de l'hôpital de la Cité des Palmiers, le spectacle d'une route dégradée est le même. Le constat est très amer. Les routes sont tellement dégradées à un tel niveau qu'on ne peut pas avoir l'accessibilité. Imaginez-vous qu'un malade soit en urgence. Donc il peut venir à l'hôpital, ça sera une catastrophe. L'autre jour, quand il y a une manifestation, on est venu nous faire semblant de rendre la route. Bon, nous, on sait qu'on a les obligations, les devoirs. Je pense qu'on a aussi les droits. Nos devoirs, c'est de payer nos impôts et nos droits, c'est de voir les routes bien arrangées. Plusieurs axes de l'arrondissement de Douala 5e sont dégradés. La route Ndokoti-Ndokbong n'échappe pas à cette réalité, surtout au lieu dit Carrefour Socaver. Dans le reste de l'actualité, le récent week-end et ses 2 jours fériés ont eu un impact sur la reprise du travail. À Yaoundé, la cité capitale, des usagers ont déploré l'absence des agents publics à leur poste de travail. Certains fonctionnaires et cadres d'administration publique sont arrivés bien en retard à leur service ce mercredi. C'est le constat que font Joël Essengue et Marcelin Gansop. Ce mercredi 16 août, peu avant 9 h, le jour se lève timidement au cœur de la capitale. Nous sommes pourtant dans les encablures de plusieurs départements ministériels, dont la santé, la justice, les finances, le commerce, pour ne citer que ces quelques-uns. Des administrations dont les alentours grouillent habituellement de monde, au point où trouver un parking vide relève très souvent de la chance. Mais jusqu'à 10 h ce mercredi, ces parkings ainsi que des bureaux attendaient désespérément leurs occupants. Preuve que la reprise du service a été timide après le long week-end de l'Assomption. Pour ceux des usagers qui avaient des dossiers en instance, il fallait simplement patienter, la mort dans l'âme. Ça a vraiment eu l'impact parce que le long week-end, quand on revient mercredi, il y a lundi, mardi qu'on n'a pas eu à... On devait déposer les dossiers pour suivre aussi, pour attendre ces dossiers vers le mois de septembre. Pour au moins inscrire les enfants à l'école avec les avancements et tout le reste. Mais malheureusement, ça a empêché le fonctionnement de l'État normal. C'est vers 12 h que la plupart des administrations affichaient un effectif acceptable. Parmi les bons élèves, le ministère des Arts et de la Culture. Avant 9 h, le patron des lieux répondait déjà présent. Certains de ses collaborateurs aussi. D'abord, il n'y a pas de raison qu'on arrive plus tard. Et puis, vous savez, à notre niveau de responsabilité, nous avons l'obligation d'être présents. Le ministre lui-même vient très tôt, donc il n'y a pas de raison qu'il arrive et qu'il ne trouve pas que nous sommes déjà au bureau. Vous savez bien que vous avez à reprendre le travail le mercredi, donc le mardi vous faites un effort d'avoir un peu plus de repos que le lundi par exemple, pour être d'attaque. Une conscience professionnelle qui n'anime malheureusement pas tout le monde. Au sortir du long week-end, certains fonctionnaires et autres agents de l'État ont cru devoir jouer les prolongations. J'ai justement un cas assez hilarant ce matin où j'appelle un de mes cousins qui est aussi dans une administration et qui me fait comprendre que lui il est encore à Ebolova et de lui demander tu ne travailles pas aujourd'hui, il me dit que mais la semaine est finie. Or nous sommes mercredi, milieu de semaine. Et je crois qu'il n'est pas le seul, certains feront comme lui et apparemment c'est une habitude qu'on commence à vouloir ériger comme règle, ce qui n'est pas normal. Selon des experts, ce sont des milliards de francs CFA de pertes que le Cameroun enregistre
à la suite de ces 2 jours d'inactivité pour cause de férié. Les préparatifs de la rentrée scolaire sont un véritable casse-tête pour des parents d'élèves. Je vous le disais en titre, la majorité aux revenus faibles manque de moyens financiers pour acheter des fournitures scolaires et pouvoir inscrire les enfants dans leurs écoles respectives. Les conditions draconiennes d'accès au crédit dans les banques donnent du tournis à certains parents d'élèves. Même le recours aux tontines n'est plus une garantie pour préparer la rentrée scolaire. Comment s'organise-t-il pour résoudre cette épineuse équation? Élément de réponse dans ce reportage signé Julienne Berthe-Bissaille. Entre crédit scolaire, système d'épargne et cotisation, les parents, pris dans la spirale des préparatifs de la rentrée scolaire, tentent bien que mal de résoudre l'équation financière. Pour certains employés d'entreprises publiques et privées dont les avoirs sont domiciliés dans des banques, l'option du crédit scolaire est la plus satisfaisante. En ce qui concerne la rentrée scolaire 2017-2018, je me suis rendue auprès de ma banque, ils m'ont accordé un crédit. C'est avec ça que j'ai fait des inscriptions et la scolarité, ainsi que les fournitures scolaires des enfants. Cet argent, je la rembourse tous les mois, très satisfaite. Ça me soulage. Ceux exerçant plutôt dans l'informel développent plusieurs formules pour financer la rentrée scolaire. Bon, moi je prépare ma rentrée scolaire pour mes enfants et un mois avant la rentrée parce que je suis un commerçant. Bon, je ne base pas sur les crédits financiers et les banques, non. La tontine, non plus. Ce qui me revient de mon commerce, c'est ça, c'est avec ça que j'inscris mes enfants à l'école. Je n'ai pas d'argent gardé. Je travaille quoi pour garder l'argent? C'est dans ma petite tontine que je fais. Quand je bouge, c'est avec ça que moi je prépare la rentrée mes enfants. J'attends encore, je n'ai encore rien fait. La rentrée scolaire, période de dépenses, est un moment où les parents aiguisent leur sens d'imagination afin d'être prêts le jour J. Un bateau humanitaire médicalisé suscite déjà l'espoir de guérison chez des milliers de Camerounais victimes de maladies rares. Le bateau Mercy Ship vient d'accoster au port autonome de Douala et plus de 4000 Camerounais doivent bénéficier d'un accès gratuit à des soins durant près de 11 mois à bord de ce bateau. Des précisions avec Innocent Abega et Étienne Pascal Azégué. Il est enfin là, le bateau humanitaire qui suscite beaucoup d'espoir, comme son nom l'indique, Mercy Ship, pour toutes ces personnes au Cameroun qui souffrent de diverses pathologies. 3 tentes ont été érigées sur le poste 10 du quai du port autonome de Douala, qui sera désormais la base de ce bateau flottant pendant les 10 prochains mois. Oui, les patients sont déjà en train d'être amenés depuis toutes les régions du pays, toutes les personnes qui ont été enregistrées et sélectionnées, et sont en train d'être amenés en ce moment même par l'aide du ministère des Transports. Et donc, ils vont être accueillis ici pour être préparés pour pouvoir recevoir leur chirurgie. Des médecins et spécialistes sélectionnés avec Munici vont s'occuper des cas de goitre, de l'ulcère de Buruli, des malformations orthopédiques, de la chirurgie maxillofaciale, entre autres. Nous nous assurons qu'il y a un processus de contrôle pour que chaque médecin qui viendra opérer ici ait toutes les reconnaissances nécessaires pour pouvoir opérer et travailler en tant que médecin à bord du navire. Les premiers malades seront pris en charge à compter du mois de septembre prochain, rassure l'équipe de cette campagne humanitaire. Nous sommes aussi en train de chercher des patientes pour les fistules obstétricales à travers tout le pays et nous avons, en collaboration avec le gouvernement, aussi collaboration avec UNFPA qui nous aide à trouver des femmes qui ont des fistules obstétricales. Les médecins seront assistés d'un peu plus de 500 personnels issus d'une quarantaine de pays, tous à bord du bateau humanitaire. Le bateau médicalisé a une capacité de 82 lits avec 5 salles de chirurgie. Il est long de 152 mètres et large de 23,7 mètres. Le Mercy Ship est une ONG humanitaire fondée en 1978 à Lausanne, en Suisse. Et le ministre de la Santé publique est annoncé à Douala demain jeudi. André Mamafouda vient toucher du doigt le plateau technique qui est donc installé dans ce bateau de Mercy Ship, mais aussi s'assurer de la prise en charge gratuite de ces 4000 Camerounais
durant près de 11 mois. C'est le temps que va durer le séjour de ce bateau sur les eaux territoriales du Cameroun. Bertois est aussi le théâtre de nombreux conflits liés aux litiges fonciers. Des chefs traditionnels sont pointés du doigt dans ces affaires de vente anarchique, mais aussi d'escroquerie foncière. L'autorité administrative déplore cette attitude qui provoque des grognes sociales à Bertois, dans la région de l'Est. Des précisions avec Benjamin Essam. C'est parfois sous la pluie que le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Bertois 2e a parcouru les 21 quartiers et villages de son unité de commandement. En compagnie de ses proches collaborateurs, Évariste Atanganazoa a touché du doigt les problèmes qui minent. Nous avons un petit conflit qui est né du fait que le chef de quartier vient envahir notre territoire. C'est la seule doléance qu'on a posée en public. Et on a également continué à en débattre au niveau de la chambre de retraite. Le deuxième problème, la deuxième difficulté, nous avons vraiment une insécurité ici. Il y a les femmes qui sont agressées dans la nuit parce qu'il y a des zones où il n'y a pas d'habitation. Les bandits profitent donc pour venir agresser les femmes, arracher les sacs, et ainsi de suite. Voilà. L'essentiel aussi, nous avons parlé aussi d'un peu d'eau potable. Parmi les difficultés les plus en vue, il y a la braderie foncière orchestrée par les chefs traditionnels. Atanganazoa Évariste apporte déjà quelques solutions. J'ai insisté notamment sur les problèmes fonciers en appelant les chefs traditionnels notamment à des comportements responsables, à jouer leur rôle de veto, de gardien des terres pour lutter contre l'accaparement des terres, les ventes illicites des terrains sur le domaine national en évitant de délivrer des documents connus comme les certificats d'abandon de blocs coutumiers ou bien de jouissance paisible, comme on a l'habitude de dire, ensemble de documents qui ne sont juridiquement pas valables. Partout où il est passé, le chef de terre a écouté ses administrés avant de prodiguer des conseils. J'ai invité les populations, l'arrondissement de Bertois 2e, à se réunir dans le cadre des comités de développement pour chercher déjà à leur niveau à régler les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Par exemple, les problèmes d'attrition d'eau, d'éclairage de certains points, de traitement de certains points critiques qui, évidemment, trouvent souvent des solutions à travers l'État ou à travers des collectivités territoriales décentralisées. Dans l'escale internationale, des zones d'ombre persistent sur cette fusillade meurtrière survenue dans un restaurant situé à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Après ce carnage où 18 personnes ont été massacrées, l'attaque n'a pas toujours été revendiquée. Les autorités judiciaires lancent un appel à témoins pour retracer le parcours des assaillants et débusquer leurs éventuels complices. Carlos Minoué et Kate Diarra. 2 jours après l'attentat terroriste qui a provoqué 18 morts et 20 blessés graves au Burkina Faso, l'opinion publique nationale a toujours du mal à s'en remettre. Une enquête a été ouverte pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat et tentative d'assassinat. La procureure de la République, Maïsa Sérémé, a également lancé un appel à témoins afin d'aider à l'identification des complices ou des facilitateurs éventuels depuis la planification jusqu'à l'attaque terroriste. Et si jusqu'ici, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée, le mode opératoire rappelle fortement celui de l'attaque du Café Cappuccino il y a plus d'1 an, qui avait fait à son tour 30 morts et 71 blessés. L'attaque de dimanche dernier a touché 7 Burkinabés et 8 étrangers, parmi lesquels un Sénégalais, un Nigérien, un Libanais, une Canadienne, un Français, un Turc et 2 Koweïtiennes, comme l'a précisé dans une sortie de presse Alpha Bari, le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Jusqu'ici, 3 victimes n'ont pas encore été identifiées. Le président du Sénégal, Macky Sall, a apporté son soutien total au peuple burkinabé. Pour Alpha Condé, le président guinéen, c'est un sentiment de révolte et d'indignation qui a été provoqué par cette attaque. Le président malien,
Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé au Burkina Faso pour apporter son soutien à la population durement éprouvée. Avec le président burkinabé Roch-Marc Kaboré, il s'est rendu sur le lieu de l'attaque. Dans une déclaration à la presse au palais présidentiel de Ouagadougou, il a affirmé, je cite, « Le G5 Sahel est uni dans ces circonstances. Nous ne baisserons pas les bras, on ne nous effraiera pas. » Fin de citation. Après Ibrahim Boubacar Keïta, c'est le président en exercice de l'Union africaine et président de la Guinée qui est attendu dans le pays. En sport, l'Académie nationale de football est-elle en train de briser le rêve des jeunes talents démunis? L'admission à l'ANAFOOT sera payante. Les candidats sont appelés à débourser 50 000 francs CFA pour la scolarité et les frais d'inscription. Le conseil d'administration de l'ANAFOOT vient ainsi de fixer les différentes modalités d'admission dans cette école de football. Des précisions avec Élisée Bogba et Ike Cyril. 10 000 francs CFA de frais d'inscription et 40 000 francs CFA de frais de scolarité, ce sont les montants de la formation à l'Académie nationale de football du Cameroun. Les taux ont été fixés à l'issue de la toute première session ordinaire du conseil d'administration de l'ANAFOOT tenu à Yaoundé. Lorsque vous êtes sélectionné dans le pôle, c'est 10 000 inscriptions, 40 000 pour l'équipe de travail. Et il y a d'autres modalités aussi qui seront prises en compte lorsque vous serez sélectionné dans l'ANAFOOT centrale. Et normalement, nous avons fait en sorte qu'on puisse avoir uniquement les meilleurs, c'est-à-dire avoir la perle rare. Parce qu'après tout, nous pensons au football camerounais, nous pensons aussi à ces jeunes qui, même après les carrières de footballeurs, peuvent avoir des métiers. On va faire des formations telles qu'ils pourront avoir des diplômes qui peuvent les permettre de trouver de l'emploi dans d'autres services. Si les montants de la formation sont connus, les candidats devront quant à eux passer par un test de sélection qui se fera de l'arrière-pays jusqu'au niveau national. Nous avons nommé des responsables de pôle qui vont aller jusqu'au niveau des départements, jusqu'au niveau même des villages pour chercher la perle rare. Et après cela, ils vont se retrouver dans les chefs-lieux de chaque région. T'as des 50, ils vont continuer à travailler. Et l'année prochaine, ces enfants de 11-12 ans auront pratiquement dans les 13 ans. Et à partir de là, il y aura d'autres tests de recrutement qui pourront les permettre d'entrer à l'académie nationale qui sera basée à Yaoundé. Également au menu du conseil d'administration de l'ANAFOOT, les questions liées au règlement intérieur, au statut du personnel et au fonctionnement de l'académie. Nous avons planché sur tous les dossiers qui consistaient donc à implanter l'ANAFOOT. Vous savez, l'ANAFOOT existait sur le papier. À partir de maintenant, nous avons créé les structures pour pouvoir l'accueillir d'abord au niveau des régions. Les 10 régions vont connaître des poules qui vont recevoir les jeunes footballeurs camerounais et les meilleurs seront aussi au niveau de Yaoundé pour pouvoir finaliser leur formation. On a examiné également l'organigramme, on a examiné le personnel de l'ANAFOOT. Nous avons également détaillé exactement les âges conformément au décret qui a été signé par le président de la République. Créée par décret présidentiel le 25 septembre 2014, l'Académie nationale de football a pour mission, entre autres, l'initiation et l'encadrement des jeunes à la pratique du football de haut niveau, le développement de l'expertise nationale dans les métiers liés au football. Toujours dans ce chapitre consacré au football, Edingsport de la Lekié caresse déjà le rêve de remporter son tout premier titre de champion du Cameroun après avoir battu les cotonculteurs 1-0 lors du match comptant pour la 27e journée de Ligue 1 ce mercredi. Les Edingsport creusent l'écart et compte désormais 6 points d'avance sur son dauphin Coton Sport de Garoua. Joël Essengue et Ike Cyril. Edingsport de la Lekié prend le large à la tête du championnat national de football Elite One. Eding a remporté le derby qui l'opposait à son dauphin, Coton Sport de Garoua, 1-0 au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Le but d'Edingsport de la Lekié porte l'estampille de Ngidjol à la 41e minute.
Pour gagner un match, il faut bien jouer au foot. On continue à bien jouer. Les jours où on ne joue pas bien, on perd. Les jours où on est mauvais, on accepte. Mais là, quand on est bien, on va gagner. Si on est bien, on gagne. Si on n'est pas bien, on ne gagne pas. Donc, on va continuer à bien jouer au foot et le reste viendra seul. Les choses n'ont pourtant pas été faciles face à une équipe de Coton Sport de Garoua qui a donné du répondant. C'est vrai que nous venions dans ce match pour refaire un peu le retard. Malheureusement, on n'a pas pu. Donc maintenant, l'écart est de 6 points. Donc il va falloir travailler dur pour maintenir le cap. Bon, il faudra maintenant qu'on compte peut-être sur les autres. Donc nous, on ne voudrait pas compter sur les autres. Donc pour nous, il est question de gagner nos matchs et s'accrocher déjà sur cette deuxième place. Mais la victoire des Dingsport de la Leki tient d'un discours basé sur la rigueur. C'est le discours de tous les jours. Se comporter comme des joueurs professionnels, se faire plaisir d'abord et faire plaisir aux spectateurs qui viennent les regarder. Vous avez vu comment tout le monde est content. Donc le discours, c'est bien jouer au football. Et quand on joue bien au football, on gagne. Cette victoire marque peut-être le tournant du championnat, avec désormais 6 points d'avance sur Coton Sport de Garoua. Et Dingsport de la Leki réalise un grand bond vers son tout premier titre de champion du Cameroun. À quelques journées de la fin de ce championnat de football, Coton, le club le plus titré du Cameroun, Canon de Yaoundé, est désormais la lanterne rouge dans le classement après avoir été tenu en échec à domicile face à UMS de Loum, 1 but partout. Pendant ce temps, Lion blessé de Foutoni remonte dans ce classement, vous le voyez en image. De Ligue 1, l'on note qu'il reste 7 journées et Lion blessé qui monte d'un cran et cède sa dernière place à Canon de Yaoundé qui compte seulement 22 points. Le score le plus lourd de cette journée a été réalisé par Colombe de Ndja et qui a donc battu à Bafoussam, Feutieux FC 5 buts à 0. Un public reportage dans ce journal. Les 7e journées de solidarité ont eu une effervescence particulière à Bangou, dans la région de l'Ouest. Les forces vives résidentes à Buea ont fait le déplacement pour soutenir leur communauté afin d'œuvrer pour le développement socio-économique et culturel. Reportage d'Alas Tiana et Jean-Paul Founiat. Entre collines et vallées de l'arrondissement de Bangou dans les hauts plateaux, ces élites résidant dans la région du sud-ouest Cameroun sont au village pour célébrer avec les populations les journées de solidarité Bangou. Pour cette 7e édition, les membres de l'amicale des élites Bangou de Buea plantent des arbres pour lutter contre le changement climatique et surtout embellir leur cité. Nous avons constaté bien évidemment depuis quelques années, l'environnement est menacé. Donc le projet consiste à planter les arbres sur les différentes artères du village Bangou. En présence de l'autorité administrative, des centaines d'arbres sont repiqués sur un parcours de près de 15 km. C'est le lieu pour nous d'encourager l'amicale des élites Bangou de Buea qui ont pensé à faire un tour dans leur village et faire de cette localité une ville verte. Après la préservation de l'environnement, l'amicale des élites de Buea sensibilise les populations de Bangou sur la préservation de leur santé à travers une marche sportive. Point de départ, Bangou Carrefour. Étirement à la chefferie supérieure. Instant de répit au lieu qualifié de tournant Z pour sa succession de virages. Après le regain d'énergie, la marche se poursuit jusqu'au point de chute à Bangouville. Au bout de plus de 3 heures d'horloge, c'est pari réussi pour les participants grâce au concours de Source Tanguy, le sponsor officiel de votre santé. J'ai consommé de l'eau Tanguy. J'ai consommé 1 litre de Bangou Carrefour jusqu'ici. C'était très bien. Ça m'a donné le tonus. Il faut qu'on essaie de multiplier ce genre d'initiatives. Ça fait quand même que de temps en temps, en famille, qu'on se retrouve. Après une marche éprouvante, l'amicale des élites Bangou de Buea offre des moments de communion et de partage autour du BHB. Entendez beignets haricots bouillis à la farine Asso de la Société des minoteries Grand Moulin du Cameroun. Dans cette vague d'activités, les moments de partage sont au cœur de cette 7e édition des Journées de solidarité Bangou. Le principe consiste pour les habitants d'offrir des produits de leur récolte pour recevoir en retour un cadeau des élites
pour la plupart constitués des produits de première nécessité, des vêtements et fournitures scolaires. Le partage est quelque chose d'exceptionnel. On ne peut pas construire une nation, on ne peut pas construire une société sans mutualiser les efforts. Et cet acte de partage, cet idéal-là. Au cours de cette cérémonie riche en sons et couleurs, les élèves les plus méritants de l'arrondissement de Bangou reçoivent des bourses et kits scolaires pour la prochaine rentrée des classes. Nous primons ici l'excellence, parce que sans excellence, un pays ne peut pas être à la hauteur du défi du développement qui nous intéresse. La population de Bangou peut alors vivre des moments de détente, de distractions mémorables avec des démonstrations d'arts martiaux, des jeux concours et promotions de la bière Magnan, symbole de fraternité, le tout arrosé de la bonne animation de l'orchestre des brasseries du Cameroun. Au cœur de toutes ces activités, une innovation. Une conférence débat sur le thème « Bangou à la croisée de la mondialisation ». Enjeux, atouts et perspectives. À travers différents exposés, d'éminents enseignants d'université, experts scientifiques de haut vol, présentent les avantages et inconvénients de la mondialisation sur le devenir et l'avenir du village Bangou en particulier, le Cameroun et l'Afrique en général. Vous ressuscitez l'artisanat. On peut dire aux gens, vous faites des petits paniers en rotin, vous faites les sacs en fibre de raffia, vous faites les petites chaises. Donc il y a énormément de choses qu'on peut produire et apporter à la mondialisation. Au bout d'un week-end d'échanges en idées riches, des moments de partage inoubliables, l'apothéose de la 7e édition des Journées de solidarité Bangou, c'est autour d'une finale de football au stade du lycée bilingue. Sur le score de 2 buts partout au terme du temps réglementaire, l'équipe de Bangou Carrefour remporte au tir au but devant l'équipe de Tchela FC. Ainsi, l'équipe victorieuse reçoit un trophée et une somme de 50 000 francs CFA. Tchela FC, malheureux finaliste, 35 000 francs. Un trophée et 15 000 francs pour le fair play de l'équipe de Bangouville. Quant au meilleur joueur, il est gratifié d'un trophée et 15 000 francs. Pour l'amicale des élites Bangou de Boya et l'autorité administrative, tout est bien qui finit bien. Merci à nos gens qui ont participé, merci pour le fait et merci pour leur esprit de développement et surtout de la discipline qui a durant cette année. C'est quelque chose qui rassemble les jeunes, les parents et surtout en cette période de vacances. C'est vraiment excellent. En se séparant à Bangou, tous les participants se sont donné rendez-vous en 2018 avec d'autres innovations pour une 8e édition des Journées de solidarité Bangou. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.